Souleymane Niang. Mais d'abord, cet accident sur l'axe du Pakao dans la région de Sédhiou. 2 jeunes à bord d'une moto Jakarta ont perdu la vie sur le coup. Un troisième, grièvement blessé, a été évacué. Max Euclide Kanfani. 2 des 3 jeunes qui étaient à bord de la moto Jakarta meurent sur le coup après avoir heurté un camion arrêté par les gendarmes pour un contrôle de routine. L'autre jeune dans un coma profond après avoir été acheminé à l'établissement public de santé niveau 1 de Sédhiou est finalement évacué à Ziguinchor. Ces 3 jeunes auraient quitté le village de Dar Salamé pour une soirée entre jeunes dans un village environnant de cette zone du Pakao. En cours de route, ils tombent sur une patrouille de la gendarmerie en visite de routine dans la zone. Les gendarmes avaient stoppé un camion pour un contrôle et les jeunes venant dans le même sens, dans leur désir de contourner les gendarmes et le camion, heurtent violemment le derrière du véhicule et sur le coup, les 2 perdent la vie. La moto conduite par ces jeunes aurait des défauts de lumière selon nos sources. Les gendarmes qui étaient en poste sur le terrain ont dû faire le nécessaire pour l'évacuation rapide du 3e jeune qui souffrait de blessures graves au moment de l'accident et qui finalement est entré dans un coma. Les 2 corps sans vie sont présentement à la morgue de l'établissement public de santé niveau 1 en attendant la fin de l'enquête préliminaire qui est ouverte dans ce cas précis avant leur inhumation. Max Euclide Kanfani à Sédhiou pour la RFM. Et nous reparlons des 3050 tonnes de nitrate d'ammoniac entreposées au port autonome de Dakar. Vous le savez, le nitrate d'ammonium est un produit très dangereux et l'entreprise Exloc qui a importé la marchandise a été sommée d'enlever le produit. Un site de 600 mètres carrés avait été trouvé à Diamniadio, mais le problème à ce niveau, c'est que le ministre de l'Environnement oppose son veto pour des problèmes de sécurité. Il a demandé que le produit soit envoyé vers sa destination finale, le Mali. Mohamed Ali Mouba nous en dit plus. C'est moins un problème de stockage que de sécurité et d'impact environnemental qui se pose à Diamniadio, le site trouvé par l'entreprise Xloc pour accueillir les 3050 tonnes de nitrate d'ammoniac entreposées présentement au port autonome de Dakar. Dans sa réponse à une lettre de demande d'autorisation formulée par Xloc, l'entreprise qui a importé ce produit, le ministère de l'Environnement évoque des raisons liées à un problème de délai et de procédure. Baba Dramé, le directeur de l'environnement. L'ammoniac est une substance explosive. C'est pourquoi, pour autoriser son stockage, il y a toute une procédure à dérouler. Il faut non seulement une étude d'impact environnemental en bonne et due forme, mais il faut une étude de danger et une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une installation classée. Ça, c'est un travail qu'on ne peut pas faire en 24 heures, en moins de 24 heures. Parce que, aussitôt après le conseil des ministres d'hier, le ministre a personnellement reçu les responsables de Xloc pour leur faire comprendre que le délai pour autoriser était un délai extrêmement court, donc toute la procédure ne pouvait pas être déroulée. Et qu'en conséquence, le ministère de l'Environnement ne pouvait pas du tout prendre la responsabilité, n'est-ce pas, d'autoriser un stockage de nitrate d'ammonium au niveau de Diamniadio. Xloc est sommé en tout cas d'enlever ce produit au plus vite par le port autonome de Dakar. Dans ses recommandations, le ministère demande à l'armateur de prendre toutes ses responsabilités et d'acheminer le produit vers sa destination finale, c'est-à-dire le Mali. Mais problème, le contexte n'est pas forcément favorable avec la crise politique qui sévit là-bas. Dans les heures qui viennent, dit-on, les responsables de Xloc et ceux du port autonome de Dakar devraient trouver des solutions de rechange. Et à ce niveau, plusieurs scénarios se présentent. Prolonger le délai d'entreposage du produit au niveau du port autonome de Dakar ou alors éclater ce produit sur différents sites pour tenter de minimiser le danger. Nous vous le disions tout à l'heure, le nitrate d'ammonium est un produit qui, dans certaines conditions, peut s'avérer très dangereux. La preuve, les ravages causés par l'explosion de ce produit au port de Beyrouth au Liban. Pour faire meilleure connaissance avec ce produit, sans jeu de mots de mauvais goût, écoutons M. Youssouf Sakho, professeur de chimie au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Quand on parle de nitrate d'ammonium, c'est un composé chimique qui est ionique dans la présentation, qui vient d'une part de l'ammoniac, un aspect un peu explosif, d'une part qui est dangereux, qu'on apprend, c'est les chimiques scolaires qu'on apprend même aux élèves, et de l'autre produit de NO2 aussi, c'est un produit toxique. Donc cette combinaison, n'est-ce pas, mise ensemble, est un produit explosif
dans la mesure où présentés seuls, c'est des corps qui sont de substances minérales, qui sont toxiques et dangereux. Prenez d'une part l'ammoniac, n'est-ce pas, NH3, d'où vient l'ammonium dont on parle là, hein, et le nitrate qui vient de l'oxyde d'azote. C'est deux, déjà, l'origine des corps qui sont dangereux et toxiques. Maintenant, si vous faites une combinaison de ces deux corps qui sont devenus des composés ioniques, leur combinaison devient une toxique. Vous vous souvenez de l'accident de l'ammoniac qui a eu lieu il y a quelques années au Sénégal, dans les années 80? L'ammoniac en tant que tel est un produit dangereux. Maintenant, sous cette forme-là, avec les nitrates, c'est un produit explosif. Donc, quand vous les mettez ensemble, ou bien vous juste avec une possibilité d'inflammation, vous pouvez créer un accident. C'est pourquoi on les isole, ne soit dans les endroits qui sont loin des habitats pour éventuellement éviter des accidents pour les personnes et autres là. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Vous avez dû le noter avec nous, la crise politique au Mali n'a pas fait l'objet de débats hier en Conseil des ministres au Sénégal. C'est le mutisme total du gouvernement de Macky Sall sur la question. C'est une mesure de prudence selon des spécialistes. Ils estiment que la position du Sénégal doit être harmonisée avec celle de la CEDEAO au moment où les chefs d'État de la sous-région se concertent en vidéoconférence ce matin. Amadou Sabarba. Le Sénégal est le premier partenaire du Mali en termes d'échanges commerciaux en Afrique, un voisin en pleine crise. Seulement, le sujet n'a pas été évoqué en Conseil des ministres. Selon Serigne Ahmadou Gaye, juriste politiste, le Sénégal opte pour la prudence comme la plupart des pays africains. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie très vite les problèmes qui existaient au Sénégal entre le Mali depuis 1960. Deuxièmement, également, le président de la République vous n'oubliez pas de participer à cette négociation, à cette médiation de la CEDEAO qui a échoué lamentablement. Le président de la République aujourd'hui ne peut pas individuellement, entité personnelle, donc même pour l'État du Sénégal qui représente, et bien donc de parler au nom du Sénégal. Même avis du professeur Moussa Diao, l'enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, affirme que le pays est obligé de s'aligner à la position de la CEDEAO. C'est pas prudence puisque c'est une question d'actualité sensible. Le gouvernement n'a pas pris une position qui lui permettrait de faire un communiqué là-dessus ou de l'évoquer. C'est une option parce que s'agit d'un pays voisin. Mais Mamadou Hadidem, enseignant en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, estime que le gouvernement devait se prononcer sur la situation du Mali au regard de la sensibilité de la question. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait au moins une condamnation du coup d'État qui s'est passé au Mali parce que quoi qu'on puisse interpréter ce qui s'est passé, c'est antidémocratique. C'est un président qui a été légitimement élu, donc qui jouissait de cette légitimité électorale qui a été renversée et c'est le fonctionnement normal des institutions donc qui a été interrompu. Le Mali a enregistré un énième coup d'État militaire après des mois de crise socio-politique. La CEDEAO tient une réunion d'urgence ce jeudi pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Justement, entre autres conséquences de la situation au Mali, le blocus imposé par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. À ce propos, l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, UCRAO, Sénégal, déplore la fermeture des frontières du Mali et sollicite une reprise imminente du trafic sur le corridor Dakar-Bamako. Reportage à Tambacounda, Moussa Omar Gueye. Moussa Omar Gueye, que nous n'avons pas pour l'instant. Nous passons donc au sujet relatif au programme de logement. Un conseil présidentiel sur le logement se tient cet après-midi au Palais de la République. La rencontre était prévue ce matin, mais elle a été décalée en raison de l'agenda du président de la République. Le chef de l'État qui participe par vidéoconférence à une réunion de la CEDEAO sur la crise malienne, nous l'avons dit tout à l'heure. Concernant le programme des 100 000 logements sociaux initiés par l'État, 236 000 inscriptions ont été enregistrées sur la plateforme mise en place à cet effet. Selon le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Abdou Karim Fofana annonce le lancement de la première phase du projet en octobre prochain. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou. Le programme 100 000 logements a démarré avec une phase de conception d'abord, une phase de prise de possession foncière, les préalables administratifs. Et là, nous allons dans la phase d'accélération. Dès le mois d'octobre, il y aura une première phase avec les promoteurs, un certain nombre de promoteurs qui ont mis à disposition leur foncier, le foncier qui leur appartient. Et à partir de janvier, dans des zones comme Sébikotane, Dago-Kholpa, le projet va prendre son envol avec la participation de l'État. N'oubliez pas, c'est une parcelle gratuite pour les acquéreurs, mais aussi une participation aux frais de voirie et la mise en place du fonds de l'habitat social
qui est inédit au Sénégal pour garantir les acquéreurs de logements. Vous savez, 96% de nos compatriotes ont des revenus informels, donc ils ne sont pas des salariés. Et la majeure partie des salariés au Sénégal, 80%, ont un salaire de moins de 315 000 francs, comme le dit l'ANSD. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'inscriptions que vous avez reçues sur la plateforme mise en place dans le cadre de ce programme des 100 000 logements sociaux? Plateforme, nous avons reçu 236 000 inscrits. Sur les 236 000, nous avons 224 000 qui sont inscrits à partir du Sénégal et un peu plus de 11 000 qui se sont inscrits à partir de la diaspora. Donc plus de 2 fois plus que ce qui était prévu pour le programme 100 000 logements. À partir du mois d'octobre, nous aurons une phase de lancement massive avec un certain nombre de promoteurs. Pour reparler de la fermeture des frontières du Mali, l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, UCRAO Sénégal, le déplore et sollicite une reprise imminente du trafic sur le corridor Dakar-Bamako. Moussa Marguey. La fermeture prolongée des frontières risque d'être lourde de conséquences pour les gros porteurs qui empruntent le corridor Dakar-Bamako. Mamadou Kairé, le coordonnateur de l'Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, l'UCRAO Sénégal. Un secteur particulièrement très lié aux Maliens. Depuis les événements de la Côte d'Ivoire, pratiquement la majeure partie des transporteurs ivoiriens transitaient par le port de Dakar. Dire qu'il y a un remous au niveau du Mali, un coup d'État, et que les frontières sont bloquées, cela quand même va se répercuter sur notre activité professionnelle. Donc tous les pays frontaliers au Mali ont déjà fermé leurs frontières par rapport à une décision de la CEDEAO. Donc c'est ce qui est arrivé et ça va créer un grand blocage pour tisser le trafic entre Dakar et Bamako. Déjà au niveau de Kati, les mutins avaient demandé aux occupants de quitter les lieux, d'évacuer les lieux. Au niveau de Kidira, ça va créer un grand rush. Au niveau de Tamba, heureusement que pour l'instant peut-être que les camions ne sont pas encore arrivés, mais disons que entre Dakar, Kaolack et Tamba, si ces camions arriveraient, imaginez ce que cela ferait également pour Tamba. Amadou Ba, le président du conseil communal de la jeunesse de Tambacounda, qui s'active tout aussi dans la sensibilisation sur la migration, déplore les incidents survenus et souhaite un retour imminent de la stabilité au Mali. Tambacounda, ville Carrefour, regorge une forte communauté de Maliens, entre autres ressortissants des pays de la sous-région qui sont bloqués à cause de la fermeture des frontières du Mali. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Ils sont donc 286 000 enfants qui vont tenter de décrocher leur premier diplôme scolaire, le certificat de fin d'études élémentaires, et par la même occasion passer en classe de 6e au collège. Les épreuves ont commencé ce matin sur l'étendue du territoire national. Cette année, le stress normal de l'examen se le dispute à l'anxiété causée par l'épidémie de Covid-19. Malgré tout, le ministre de l'Éducation nationale s'est félicité du bon démarrage des épreuves dans le respect strict du protocole sanitaire. C'était au cours de la tournée que Mamadou Talla a effectuée dans quelques centres de Dakar et de la banlieue. Il est au micro de Ndongoka. Nous venons en tout cas de visiter un établissement dans l'académie de Dakar. Et là, nous sommes à Pikine. Nous avons constaté que ça se passe très bien. Nous avons fait le tour donc, des classes. Donc, se féliciter parce que les échos également que nous avons au niveau national, au niveau des IA, nous montrent que ça se passe très bien. C'est 286 000 candidats. C'est pas facile à organiser. Pour le moment, on est très satisfait de ce que nous avons vu. C'est calme, c'est propre, c'est studieux, c'est sérieux. Le protocole sanitaire est respecté depuis pratiquement le 25, lors de la reprise jusqu'à présent, c'est la suite logique. Et d'ailleurs, à mon avis, même au-delà du Covid, c'est important d'avoir dans les écoles toujours des points de lavage. Je crois qu'on va continuer dans cette lancée. Le protocole, comme les élèves me disent que les épreuves sont faciles, peut-être qu'ils ont eu le temps avec apprendre à la maison, avec les parents d'élèves également, avec cette reprise. Et je crois que le focus a été mis sur ces classes d'examen. Peut-être qu'on verra au niveau des résultats que ça se passe bien. Moi, je considère que seulement nous avons comme mission, en tout cas, d'assurer tout ce qui est enseignement et apprentissage. Nous l'avons fait jusqu'à
jusqu'au 14 mars. Et quand le problème s'est posé, d'une manière lucide, nous avons pris les précautions avec toute la communauté éducative. Nous avons pris le temps de regarder, d'analyser, de se préparer. Et depuis qu'il y a eu cette reprise, contrairement à ce que d'autres auraient pensé, avec ce déplacement massif d'enseignants, d'élèves dans nos écoles, nous n'avons pas constaté une flambée de cas. Et donc nous remercions Dieu parce que ce n'était pas du tout évident. Et je crois que jusqu'à présent, l'école est protégée. En tout cas, nous n'avons pas été à l'origine d'une propagation à l'intérieur du pays. Mamadou Talla qui s'est rendu notamment à l'école Apix de Guinaouraï dans le département de Pikine. Dans ce centre d'examen, 17 candidats ont manqué à l'appel sur 330 inscrits. Sur place, le ministre et sa délégation ont pu constater la bonne organisation et les dispositions sanitaires anti-Covid. Reportage Nongoka. C'est une organisation presque parfaite de l'examen d'entrée en 6e qui est noté à l'école Apix de Guinaouraï Sud. Je constate, et ce n'est pas le premier centre que je visite, mais ici c'est vraiment impeccable. Lave-mains à l'entrée du centre d'examen, prise de température, gel désinfectant et port du masque dans les salles, le respect de la distanciation physique entre candidats et de mise. Bakary Badiane, président de la Fédération des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Dans ce centre-là, vraiment, toutes les dispositions sont prises. C'était ça notre problème, nous parents d'élèves. C'est de faire en sorte que nos enfants soient mis en sécurité. Parce que ces enfants-là, vous voyez, s'ils vous prennent le virus ici, ils l'amènent dans les foyers. Les dispositions sont prises sur le plan pédagogique et sur le plan sanitaire. Pour ce premier jour d'examen, seuls 313 candidats ont répondu présents sur 330 inscrits. Modou Kanyan, président du centre École Apix. Ici, c'est un centre un peu particulier. Il y a d'abord ceux qui font l'option française et également ceux qui font l'arabe. Pour ceux qui font le français, ils sont au nombre de 256. Et maintenant, pour ceux qui font l'arabe, ils sont au nombre de 74. Les absents également sont au nombre de 13 pour le français et 4 pour ceux qui font l'arabe. Les candidats de leur côté trouvent le premier sujet abordable. C'est Omar Navigay. Tout se passe bien. C'était bien, on n'a pas de problème. Les épreuves sont faciles. Le département de Pikine totalise 24 598 candidats répartis dans 91 centres d'examen. Nongaka Pikine, Radio Futur Média. À Kolda, il s'en est fallu de peu pour que le déplacement des élèves de l'école sénégalaise de Bissau ne soit pas perturbé par les effets de la pandémie du coronavirus. Ces élèves se déplaçaient pour la capitale du Fouladou où ils passent chaque année leur examen scolaire. Cette année, ils sont 60 candidats pour le CFE et l'entrée en 6e. Abdoulaye Diallo. Les effets de la pandémie du coronavirus ont failli perturber le déroulement de l'examen des élèves de l'école sénégalaise de Bissau qui sont pris en compte dans l'académie de Kolda. C'est ce mercredi aux alentours de 22h qu'ils sont arrivés dans la capitale du Fouladou, selon M. Sadio, le directeur de la dite école. Les difficultés, on ne l'a pas rencontré en cours de route, mais seulement c'est depuis Bissau. Heureusement, on a un ambassadeur vraiment qui s'est montré très actif. Avec la pandémie, pour venir, il faut faire le test. Et le test, on le fait à la veille, 2 jours de ton départ. Donc de telle sorte que nous, on l'a fait le 17. Et Dieu merci, tout est négatif. Mais pour prendre le résultat, c'est ça, il faut 48 heures. C'est ce qui a fait, on a quitté hier presque à Bissau à 13h sous la pluie pour arriver à Kolda à 22h. Il salue quand même les conditions qui ont été réunies pour leur hébergement. Quand on est arrivé, on a trouvé tout est vraiment en règle. Il y a tout réglé. Sincèrement, il y a tout réglé. Là où on devrait loger, on a trouvé les mesures barrières, les seaux, les fruits, tout, même on a trouvé l'alcool. Cette année, ils ont un effectif de 60 candidats. C'est fait entrer en 6e, on a un effectif de 60. L'année dernière, l'école sénégalaise de Bissau avait enregistré d'excellents résultats au CFE et à l'entrée en 6e. Les résultats de l'année dernière au CFE et à l'entrée en 6e, c'était vraiment bon. Présentement, ils préparent activement l'examen du BFM pour lequel ils seront à nouveau à Kolda dans 2 semaines. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Justement, un mot sur le point du jour de l'épidémie de Covid-19. 3 décès ont été enregistrés hier mercredi. Ces dernières 24 heures, 1519 tests ont été effectués, dont 100
13 se sont révélés positifs, 53 cas contacts, 1 cas importé et 59 communautaires. Pour refermer cette page nationale, je vous propose d'entendre la réponse de la mairie de Touba aux chauffeurs de camions de vidange de Touba qui sont en grève. La mairie de Touba qui parle de manipulation et de mauvaise foi. Je vous propose d'entendre le maire adjoint El Hadj Fallou Ndiaye au micro de Marema Diop. C'est une grève qui n'est pas légitime parce que les transporteurs, propriétaires des camions, ne sont même pas au courant du mouvement. Ce sont plutôt leurs employés que sont les chauffeurs qui sont en train de manifester. Tout le monde doit s'acquitter de cette taxe, que ce soit les charretiers, les véhicules de passage dans la ville. Ils payent tous le droit de stationnement. C'est différent de ce que l'opérateur réclame au niveau du déversoir de Kadbaloji. C'est une infrastructure dont il a la charge d'exploitation, alors il a le droit de fixer ses tarifs. Ce sont les mêmes qui crient aujourd'hui, qui pourtant payaient la même somme à l'ONAS, qui a malheureusement fermé son site. La mairie s'est débrouillée pour leur en trouver un autre. Je répète encore une fois, c'est une grève illégitime. En plus, ils causent de gros dommages aux populations. Ils font dans la manipulation, ils doivent payer. C'est tout. RFM. L'actualité internationale. Georges Diop. Rebonjour Souleymane Niang. La situation au Mali au centre d'une rencontre entre chefs d'État ouest-africains. Une visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO ce jeudi. L'organisation avait suspendu le Mali de toutes ses instances. Les pays membres ont fermé leurs frontières et interrompu leurs relations économiques avec le voisin malien. Hier, en réunion d'urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les soldats mutinés à regagner sans délai leurs casernes. Les pays membres ont aussi demandé la libération immédiate du président Ibeka et souligné la nécessité pressante de rétablir l'état de droit. Mali toujours, Amnesty International réagit aux arrestations jugées arbitraires. L'organisation demande aux putschistes d'y mettre un terme et enquêter sur l'homicide illégal de 4 personnes. Ousmane Diallo, chercheur Afrique de l'Ouest francophone à Amnesty International. Nous avons vu le coup d'État qui a eu lieu au Mali ce 18 août dernier et suite aux arrestations qui ont eu lieu dans le cadre de ce changement anticonstitutionnel, nous appelons le Comité national pour le salut public à faire état de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce coup d'État, de respecter le droit de toutes les personnes détenues, de leur permettre l'accès à leur famille et à des conseils de leur choix, donc que ces personnes-là puissent sélectionner leurs avocats et que s'ils ne sont pas directement inculpées pour des charges, que ce soit criminelles ou pénales, qu'elles soient immédiatement libérées par la junte militaire du Mali. Il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle. On sait que le Premier ministre et le président sont détenus dans le camp militaire Souniata Keita de Kati. Pour ce qui est des ministres comme Abdoulaye Daffé, Thierry Dramé ou bien le général Ibrahim Dahirou Dembélé, nous ne savons pas dans quelles conditions elles sont détenues à l'heure actuelle. Mais pour certains qui sont détenus au camp militaire de Kati, comme le Premier ministre, nous savons qu'ils sont en communication avec leur famille et qu'ils sont bien traités aux dernières nouvelles. Le putsch au Mali, vu par le porte-parole de l'ex-Africa et du collectif des organisations de la société civile ouest-africaine plutôt en soutien au peuple du Mali. Ce porte-parole parle d'un message à l'endroit des autres chefs d'État. Son nom, Alpha Wali Diallo, il était l'invité de RFM Matin. Ceux qui sont dans ces tentations, le Mali pourra servir d'exemple, de remue-ménage et aussi de réflexion sur de possibles scénarios. Parce que dans ces pays, déjà, nous voyons les prémices d'une contestation et d'une crise politique majeure. Avec des morts, il y en aura. Pour ne pas jouer aux sapeurs-pompiers, nous ne soyons pas complices du pyromane. Essayons de lui faire entendre la raison. La raison, c'est que les populations ont changé. Il y a une éveil citoyen au niveau de la jeunesse. C'est une population très jeune. Et ces populations ont décidé, et c'est partout en Afrique, de prendre leur destin en main devant la duplicité des politiciens. Il faut appeler un chat un chat. Les gens ne vont jamais manifester quand tout va bien. Mais
devant l'impossibilité d'accéder à des besoins primaires, sécurité, manger normalement, aller à l'école, mais les gens sortiront et l'armée sera obligée d'une manière ou d'une autre de siffler la fin de la récréation. Ce que les militaires ont fait au Mali, ils ont sifflé la fin de la récréation. Georges, en Côte d'Ivoire, suspension jusqu'à mi-septembre des manifestations sur la voie publique. C'est une conséquence des violences meurtrières qui ont émaillé certaines manifs la semaine dernière. L'annonce a été faite hier en Conseil des ministres, une disposition prise en vertu de l'état d'urgence en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. Souleymane, la décision intervient alors que Ouattara doit recevoir samedi l'investiture du RHDP au stade Félix Houphouët-Boigny. Au Nigeria, l'armée annonce avoir libéré Kukawa. Selon le porte-parole des forces armées, la ville est de nouveau sous le contrôle des forces de sécurité. 8 terroristes ont été neutralisés dans les combats. L'armée déclare 3 morts et 2 blessés dans ses rangs. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest avait pris en otage plusieurs centaines de civils dans la ville de Kukawa, ville de l'Est de Borno, à proximité du Tchad. Pour terminer, au Royaume-Uni, la justice a condamné à la prison à perpétuité assorti d'un minimum de 55 ans le frère de l'auteur de l'attentat suicide de Manchester il avait aidé à préparer l'explosion. C'était en 2017 et l'explosion avait fait 22 morts à la sortie d'un concert. L'attentat avait été revendiqué par le groupe État islamique. Merci Georges Diop. RFM Sport. Accueillons à présent Chertidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et ravi de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. PSG Bayern de Munich, un rendez-vous sportif mais aussi financier. Ah oui, en plus d'une participation à ce prestigieux rendez-vous, les deux clubs ont reçu chacun une enveloppe financière de 75 milliards de francs CFA. Les détails avec Sodekam. Il n'y a pas que du côté sportif que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont effectué un joli parcours. En effet, les deux clubs finalistes de la Ligue des Champions cette année ont pu s'assurer un joli pactole grâce à leurs nombreuses victoires acquises dans cette compétition. La répartition des gains mis en place par l'UEFA assure en effet une certaine pérennité financière pour les clubs, même si le vainqueur n'est pas toujours celui qui empoche le plus d'argent. Cette saison, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà assuré de recevoir une enveloppe de 115 millions d'euros, et ce, quel que soit le résultat de la finale. Tandis que la somme est à peu près similaire pour le Bayern Munich. Le montant perçu par les deux clubs est défini selon la répartition mise en place par l'UEFA. Une prime de participation, plusieurs millions reversés selon le coefficient UEFA des 10 dernières années par les droits TV et marketing, ainsi que par des primes de performance. Chaque victoire en phase de groupe est alors récompensée d'une prime de 2,7 millions d'euros. Ce à quoi le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont largement profité, avec respectivement 5 victoires et un match nul pour les Parisiens en phase de poule contre 6 succès pour les Bavarois. Évidemment, les montants augmentent lors des qualifications en 8e, quart, demi et finale, de 9,5 millions à 15 millions d'euros. De plus, le grand vainqueur de cette édition 2019-2020 va empocher 4 millions d'euros supplémentaires. Et avec seulement 3 clubs engagés en Ligue des Champions en France, le Paris Saint-Germain en sort gagnant avec 26 millions d'euros de droits TV. L'UEFA va cette année dépenser la somme record de 2 milliards d'euros afin de récompenser les clubs. Le Paris Saint-Germain, de son côté, a promis d'offrir 1 million d'euros à chacun des joueurs de son effectif en cas de victoire finale. Chertidiane, demain, la finale de la Ligue Europa. Les Italiens de l'Inter de Milan vont se frotter aux Espagnols du Football Club de Séville à la recherche d'un 6e titre dans cette compétition. Le coup d'envoi est prévu à partir de 19h GMT, un match que vous pourrez suivre bien entendu en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Ansu Fati, convoqué en équipe nationale d'Espagne, c'est une première chez ce jeune garçon d'origine bissau-guinéenne formé au FC Barcelone. Le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, a publié ce matin une liste de 24 jours dans le cadre de la Ligue des Nations. L'Espagne va défier les 3 et 6 septembre prochains l'Allemagne puis et l'Ukraine. Souleymane. Nécrologie pour finir. Oui, le basketball casamançais qui perd son père spirituel suite au décès ce matin de Dimitri Ndiaye. Il a été entraîneur adjoint de Bonaventure Carvalho en équipe nationale. Son enterrement est prévu cet après-midi à 17h, toujours à Ziguinchor où il a rendu l'âme ce matin. Merci Chertidiane, il est midi et 32 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Accueillons à présent Barthélémy Ngom pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Coronos.
Ce jeudi 20 août 2020, on recense plus de 22,6 millions de cas de Covid-19 dans le monde et l'on s'approche de la barre des 800 000 morts. Selon The Coronavirus Application, le nombre de cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie. Le nombre de nouvelles contaminations bat des records essentiels en Amérique où il explose. 5 460 429 cas, 39 318 en 24 heures. Le pays a recensé 1172 décès entre hier et aujourd'hui et se retrouve avec un total de 111 012 décès. Le Brésil également a dépassé 1000 morts en 24 heures. À ce jour, le pays de la Samba déplore 111 100 décès sur les 3 456 652 cas enregistrés. Le Venezuela, 1171 nouveaux cas, 36 868 au total, 303 morts. Le Venezuela a d'ailleurs ordonné une quarantaine stricte sur tout le territoire. Le pouvoir accuse les migrants qui rentrent de propager le virus. La France enregistre 3 776 cas en 24 heures et se retrouve avec 228 819 cas pour un total de décès de 30 468. L'Espagne, elle, s'approche de la barre des 30 000 morts. 28 797 personnes sont décédées de la Covid-19. Le pays a enregistré 370 867 cas. Malgré tout, l'Espagne réaffirme être un pays sûr pour les touristes en dépit du rebond de l'épidémie. L'Italie se retrouve avec 642 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Des cas enregistrés notamment dans le nord du pays. Là-bas, le nombre de morts est de 35 412 sur les 255 000 cas. La Belgique, 9 969 morts sur 79 479 cas. Mais on note ces derniers jours une légère baisse des nouvelles contaminations. La Chine, par contre, n'a pas enregistré de décès depuis lundi dernier. Mais les cas positifs augmentent. 4 634 en 24 heures, 84 895 au total. En Allemagne, pareil, les cas positifs se multiplient. 229 441. L'Allemagne déplore 9 415 morts. La Corée du Sud, ce jeudi, fait état de 288 nouveaux cas de contamination. La Corée du Sud, ce jeudi, fait état de 288 nouveaux cas de contamination. 16 346 au total pour 308 décès. Le Pérou, lui, est toujours dans une situation inquiétante. 9 099 nouvelles contaminations entre hier et aujourd'hui. Le Pérou enregistre 27 000 morts sur 558 420 cas recensés. La Russie, elle, fait état de 16 102 décès sur les 937 321 cas. En Afrique, le pays le plus touché, à savoir l'Afrique du Sud, a enregistré 159 morts en 24 heures. Le total de décès sur les 599 976 cas est de 12 582. Le Maroc, de son côté, regrette le décès de 772 personnes sur les 46 313 cas dénombrés. L'Égypte, 5 197 morts sur 97 075 cas recensés. L'Algérie observe une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination, mais déplore 1413 décès sur un total de cas de 39 847. Enfin, le Sénégal, qui a enregistré 3 morts entre hier et aujourd'hui et se retrouve avec un total de décès de 261 sur les 12 559 cas déclarés. C'était tout pour Coronews. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 20 août 2020, lue et commentée par Georges Détié Diop. L'ancien ministre Thierno Alassane Sall lâche des bombes contre le régime. Selon l'Observateur, Thierno Alassane Sall met à nu le régime de Macky Sall. En effet, l'ancien ministre a publié aux éditions Fauve un livre intitulé « Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole ». L'Obs parle d'un témoignage inédit sur bien des événements qui ont secoué le Sénégal ces dernières années, particulièrement le secteur des hydrocarbures. Les SMS de Boun Abdallah Dionne pour faire signer Total, le pied de grue de Alioune Sall, la colère du président. L'Obs lève un coin du voile sur le nouvel ouvrage de Thierno Alassane Sall. Pendant ce temps, la plupart des journaux s'arrêtent sur ce qu'ils appellent un malaise au sein de la magistrature. Cela fait suite à la démission du juge Ousmane Kane de l'Union des magistrats sénégalais. Le premier président de la cour d'appel de Kaolack dénonce l'impolitesse des jeunes magistrats. Le quotidien rapporte que le haut magistrat ne supporte pas le manque de respect des jeunes à l'endroit de leurs aînés. Et devant le mutisme de l'UMS face à ce comportement de certains de leurs collègues, il a décidé de quitter l'UMS.
Réaction du président de l'UMS dans le quotidien. Le quotidien, Souleymane Teliko dit prendre acte de cette décision. Ainsi, le quotidien parlant de l'UMS fait état d'une union dans un malaise sérieux. Pour Vox Populi, vieux et jeunes magistrats s'étripent. Tribune parle d'une justice en procès. Les Échos s'arrêtent sur la reprise du dialogue politique et c'est pour nous apprendre que Macky Sall demande à avoir un rapport sur sa table avant le 31 août. Conséquence, le journal affirme que Famara Ibrahima Sagna et ses hommes sont obligés de se plier en 4. À partir de la semaine prochaine, ils travailleront les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 9h aux fins de pouvoir boucler les travaux et déposer le rapport demandé par le chef de l'État. Sud Quotidien évoque le même sujet et souligne que la commission politique du dialogue national a décidé de rédiger un rapport préliminaire sur l'ensemble des travaux à remettre au président Famara Ibrahima Sagna. Selon mon confrère, le général Mamadou Niang et son équipe souhaitent faire parvenir le dit document au chef de l'État Macky Sall avant le 31 de ce mois pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour la tenue des élections locales d'ici le 28 mars 2021. Et l'on reparle des 3050 tonnes de nitrate d'ammonium au port de Dakar. Enquête révèle que l'environnement refuse à Xlog le stockage à Diamniadio, ce que confirme l'observateur pour qui le ministère de l'Environnement s'en lave les mains. Le journal indique d'ailleurs que la question s'est invitée dans les débats lors de la réunion du Conseil des ministres hier. Le chef de l'État, selon l'observateur et le Soleil, demande l'audit et la sécurisation des dépôts. La concession de la plateforme logistique pétrolière au consortium Sénégal Supply Base. Les détails de l'actionnariat dans Source A. Selon mon confrère, le consortium composé du privé national est crédité d'un capital de 2,5 milliards de francs CFA avec un conseil d'administration fort de 12 membres. Le groupement Atos, qui s'est taillé la part du lion avec 34% des actions, est composé de Maritalia, de Dakar Offshore, de Wari Logistique, d'Itoc et du Club des investisseurs sénégalais. Le groupement GLP dispose de 21% des parts du consortium, SLB 14%, le port autonome de Dakar 10%. Les vérités du fils aîné du calife des Mourides. Selon les Échos, Serigne Kosso Mbacké adoube le peuple malien, avertit Macky et compagnie et invite les chefs religieux à mener le combat. Dans un enregistrement audio rendu public, le fils aîné du calife parle du 3e mandat, du tripatouillage constitutionnel, de la mise à l'écart des arabophones. Il déclare qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, comme partout ailleurs, les peuples doivent prendre leurs responsabilités comme les Maliens. Il ajoute que les dirigeants ont l'obligation de respecter les constitutions de leur pays. S'ils se prennent pour des rois, qu'ils sachent que cela ne peut pas continuer. Enquête relève son propos selon lequel le débat sur le 3e mandat est en train de bousiller l'Afrique. Enquête sous un autre registre, le coup d'État au Mali, relève que malgré la main tendue de la junte, la CEDEAO a placé le Mali sous embargo. Le docteur Seringue indique dans le journal que cet embargo risque de se transformer en véritable supplice pour le peuple malien. Et le professeur Omar Ndongo de préciser que la CEDEAO a toujours fonctionné comme ça. C'est encore un club de chefs d'État. Les sports pour terminer, l'affiche de la finale de la Champions League européenne mise en exergue par les journaux spécialisés. PSG Bayern pour la belle affirme record. Stade renchéri, PSG Bayern finale double XL. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h40, bienvenue à Point de Vue. 10 minutes d'ici à 12h50 pour faire un rapide tour d'horizon du dialogue national et en particulier du dialogue politique à la faveur de la reprise des travaux de la commission et à la lumière des contraintes de temps imposées par le président de la République pour la production de rapports de la commission du dialogue, du dialogue national. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Saliou Sarr, membre des plénipotentiaires de l'opposition dans la commission politique du dialogue national. M. Sarr, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Benoît Sambou, coordonnateur du pôle des plénipotentiaires de la majorité dans la commission politique du dialogue national. Benoît Sambou, bonjour. Bonjour. Alors, Benoît Sambou, d'abord,
le président demande qu'on lui remette d'ici au 31 août les pré-conclusions du dialogue national et en particulier du dialogue politique au regard des derniers développements, du contexte de crise sanitaire et des sujets qu'il reste à discuter. Est-ce que vous pensez que c'est tenable d'ici au 31, on pourra arriver à des conclusions qui méritent d'être déposées sur la table du chef de l'État? Alors, il faudra rappeler d'abord que par rapport l'option du gouvernement est quand même de faire en sorte que le virus, ou en tout cas la crise sanitaire, ne freine pas l'évolution ou la marche du pays. Entre autres choses, il y a le respect donc du calendrier républicain et le gouvernement a pris comme option quand même de tout mettre en œuvre pour que les élections législatives locales prochaines se tiennent à date échue comme cela avait été promis. Nous avions entamé des travaux depuis mars et je crois que aujourd'hui sur à peu près 27 points qui étaient donc au menu de nos discussions, nous en avons évacué à peu près les 21. Dans la commission politique? Oui, dans la commission politique. Donc nous en avons à peu près évacué les 21 points. Il reste plus à peu près que 6 questions qui sont à discuter. Et pour le reste, sur ces 21 points déjà discutés, on peut dire qu'il y a une satisfaction globale. Et ce qui fait que nous sommes en mesure aujourd'hui de rendre au président de la République et au gouvernement un pré-rapport qui fasse la situation de ce que nous avons déjà fait comme travail, de ce que nous avons eu comme accord, de ce qui est possible de mettre tout de suite en œuvre, d'autant plus que nous devons aller vers les élections locales et il est important que nous puissions procéder à l'audit du fichier et à l'évaluation donc du processus électoral comme ça a été une demande forte de l'opposition. Très bien. Donc, pour répondre à votre question, c'est dire que vraiment, nous sommes en mesure aujourd'hui de rendre une copie très, très acceptable. Et pour les points d'ailleurs qui restent, je crois qu'en 4 jours, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on devra pouvoir les terminer. Mais très bien, on va entendre Saliou Sarr sur la question. Quels sont les sujets qui restent à discuter? Est-ce qu'il y a des points de discorde? Il y a notamment la question de l'audit du fichier, il y a la question du statut du chef de l'opposition. Est-ce que ce sont des sujets qu'on peut discuter en une semaine pour arriver à un consensus au moins, d'après vous? Bon, je sais pas, donc je salue d'abord le ministre Benoît Sambou pour dire que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de points qui ont été discutés et il y avait des accords, mais il y avait des points aussi, beaucoup de points où on n'avait pas encore trouvé d'accord et qu'on avait mis dans le panier, donc des points à rediscuter. Je le rappelle, parce qu'il restait à peu près 4 objectifs spécifiques et il restait des points qu'on avait mis dans le panier des points à rediscuter. Maintenant, est-ce qu'on peut finir dans 4 jours, dans une semaine? Ben, ça dépend de la volonté des uns et des autres. Ça peut dépendre aussi du mode de prise de décision. Quel est votre mode de prise de décision? Est-ce qu'il vous faut l'unanimité? C'est là où je veux venir. Parce que, en fait, s'il s'agit de poser des problèmes, des questions et de constater des désaccords, mais en une journée, on peut terminer. Absolument, c'est très facile. Oui. Donc, c'est pourquoi moi, j'attire l'attention. On avait mis de côté des points extrêmement importants. Donc, je pense est-ce qu'on peut les citer? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? C'est vrai qu'il y a la pandémie, ça fait plusieurs mois. Et on était dans une bonne dynamique. Et je pense que les gens se sont sacrifiés plusieurs mois pour discuter sur des questions d'intérêt national, sur des questions extrêmement importantes. C'est vrai que maintenant, il faut finir
Mais je ne pense pas qu'une semaine, s'il s'agit de dire une semaine, voilà, on fait du palach-palach, on se précipite, ce n'est pas bon. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité, à la vigilance des uns et des autres pour qu'on termine en beauté. Si ce n'est pas une semaine, ce n'est pas possible. Si c'est 2 semaines, je pense qu'on peut le faire. On termine en toute beauté et on essaie de trouver le maximum possible de consensus sur ces questions importantes comme les adjoints au maire, le mode d'élection, sur la question donc des libertés, sur les réunions, sur l'offense au président de la République, la question de l'offense, les questions de sûreté nationale, les questions de réunion, les questions d'arrêté de Ousmane Ngom, la question du rôle de la justice dans le processus électoral, la question du calendrier républicain, la question du statut de l'opposition et de son chef. Autant de questions importantes qui nécessitent quand même que les gens puissent discuter en toute sérénité et pour pouvoir trouver des consensus et remettre tous les points qui étaient dans le panier à rediscuter. Je pense que nos collègues de la majorité. Du pôle de la majorité seront d'accord avec moi que ces questions-là sont importantes. Nous avons mis beaucoup de sacrifices. C'est vrai que la pandémie est là, elle est toujours là, qu'il faut terminer. C'est ce que nous souhaitons, mais il faut tout terminer en toute beauté et ne pas essayer d'évacuer les questions, les poser, constater les divergences et avancer. J'allais même oublier 2 points importants. Monsieur Benoît Sambou l'a abordé, l'évaluation du processus électoral et l'audit du fichier. On avait presque terminé les termes de référence. De les reprendre, de les valider et de régler qui va faire, les cabinets qui vont faire l'évaluation du processus et l'audit du fichier. Très bien. Excusez-moi, des cabinets s'il vous plaît. Pour lancer Monsieur Sarr, s'il vous plaît. Je voudrais entendre Benoît Sambou sur cette longue liste de sujets en attente d'un consensus entre les différentes parties et lui demander sincèrement, Benoît Sambou, au regard de cette liste et des contraintes que vous avez, parce que si on vous entend bien, l'un des objectifs prioritaires, c'est de maintenir en l'état le calendrier électoral. Est-ce qu'on ne va pas au-devant d'une semaine quand même problématique? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un passage en force ou, comme le craint Saliou Sarr, qu'on bâcle un peu les discussions pour juste maintenir le calendrier électoral? Faudrait-il pas accorder un délai un peu plus conséquent pour finaliser les discussions, d'après vous? Écoutez, je voudrais rassurer mon grand frère Saliou Sarr sur ses préoccupations et rassurer les Sénégalais. Nous avons en ce moment actuellement 16 points d'accord. Il y avait 5 points qui devaient être rediscutés. C'est la question des élections des adjoints maires, comme il en a parlé, la caution, le parrainage, la vacance et la suppléance au poste de maire et de président de conseil départemental et le bulletin unique. Je rappelle à mon grand frère que quand même on n'avait pas arrêté de discuter, on avait mis en place une sous-commission chargée de faire une conciliation. D'après le rapport qu'on en a eu hier, mais ils ont trouvé des accords sur ces points-là. Donc, il ne reste plus en fait que 5 points à discuter. C'est le statut statut du chef de l'opposition, le rôle et la place de la justice dans le processus électoral, les autorités en charge de la gestion des élections, l'institution d'un cadre permanent de suivi du processus électoral et réfléchir sur l'institution du dialogue, l'institutionnalisation du dialogue. Mais est-ce que ça peut se discuter en 5 jours? Oui. C'est là, maintenant je viens à la deuxième préoccupation. Normalement, ces questions ne doivent pas pouvoir nous retarder. C'est des questions sur lesquelles, normalement, on doit pouvoir aller très vite parce qu'elles ne sont pas compliquées à traiter. Tout au plus, si il arrive
que nous ne puissions pas les terminer. Mais la date du 31 n'est pas la fin du dialogue. C'est ça que les gens doivent comprendre. Nous devons rendre un pré-rapport pour permettre au gouvernement de prendre les dispositions idoines afin que nous puissions procéder à l'audit du fichier et à l'évaluation, parce que si ça ne se fait pas, on ne peut pas aller à des élections. Très bien, il nous reste 30 secondes. Je voudrais les accorder à Saliou Sarr rapidement pour lui demander... Que si nous ne terminons pas, nous devons pouvoir continuer à dialoguer sur les autres questions, mais encore une fois, d'ici la fin de la semaine, nous devons pouvoir évacuer ces questions. Je voudrais donner 30 secondes à Saliou Sarr justement sur ce worst case scénario. Il n'y a pas d'accord au bout de 5 jours. Quelle sera votre position par rapport au pré-rapport qui sera déposé sur la table du chef de l'État? Est-ce que vous le signerez ou non? Ma compréhension et le compte rendu, parce que je n'ai pas assisté à la réunion d'hier parce que je suis en mission dans la vallée du fleuve Sénégal, au niveau professionnel. On m'a dit que le pré-rapport, c'est pour en fait faire le point, l'état de discussion et de synthèse. Et qu'effectivement, on pouvait continuer à discuter comme l'a dit Benoît. Donc moi, je me disais, quand la question est on termine dans 5 jours, j'ai dit, je mets un point d'interrogation. Très bien. Envoyer un pré-rapport le 27, je pense que c'est parfaitement possible. Mais sur d'autres questions qu'on n'a pas encore abordées, je pense qu'il faut donner un peu de temps, le temps de discuter, revenir en plus de 2 séances pour pouvoir effectivement avancer et que les gens puissent véritablement savoir que c'est des questions importantes où on ne doit pas les liquider et terminer, ne pas terminer en beauté. Très bien, parfait. Donc, s'il s'agit de faire un pré-rapport le 27, parfaitement, c'est le compte rendu que j'ai reçu, c'est possible. Maintenant, effectivement, comme l'a dit le ministre Benoît Sambou, il dit que le 31, ce n'est pas la date butoir, nous sommes en phase. Très bien. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition de 13h en Wolof. Pour l'instant, à 12h54, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée et qui m'a permis de vous la présenter. Rédaction en chef Elhaj Ndiogoudien, mise en onde Alioune-Ba, digitalisation Yacine Pouy. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques à Dakar et dans les régions. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour le journal en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence. Excellente suite des programmes sur la RFM.